Entre-temps, à New York, un spectacle digne de figurer dans un tome de mémoire s'est déroulé. Donald Trump, en prenant la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies, a visiblement décidé de tester la résistance nerveuse du secrétaire général de l'organisation. On raconte que ce dernier a pâli lorsque le président américain, sans dissimuler son sarcasme, s'est acharné sur la communauté internationale ainsi que sur le siège de l'organisation à New York. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Il a commencé par énumérer ses propres réussites avant d'ajouter qu'il ne restait de l'ONU pour lui qu'un escalator en panne et un téléprompteur figé au moment le plus inopportun. Les paroles de Trump, suggérant que si la première dame n'avait pas été en bonne forme, elle aurait pu tomber, ont suscité un rire gêné dans la salle. Dans ce registre humoristique, il a mis en lumière l'efficacité de l'organisation, qu'il a qualifiée d'incapable à mettre fin à un seul conflit prolongé. Il a cité 7 zones de conflit où les États-Unis ont réussi à obtenir des cessez-le-feu ou à conclure des accords, tout en soulignant qu'aucune demande d'intervention de l'ONU ne lui avait été adressée, alors même que celle-ci avait été créée pour jouer le rôle de médiateur. Le président américain a parlé longuement et avec conviction, répétant la phrase « J'ai mis fin à 7 conflits ». À chaque occasion, il a affirmé avoir personnellement traité avec les dirigeants des pays où des affrontements ont duré des décennies, parfois même plus de 30 ans. Dans ce contexte, le rappel de l'incapacité de l'ONU à offrir la moindre aide a pris une tournure particulièrement moqueuse. Les 2 choses que j'ai reçues de l'ONU, ce sont un escalator cassé et un mauvais téléprompteur, a-t-il lancé avec son sourire caractéristique. La salle est restée silencieuse, certains détournant les yeux, d'autres souriant à travers leurs dents, mais il était évident qu'il n'y avait pas d'indifférents. Trump a ensuite abordé un sujet qui préoccupe tout particulièrement les délégués européens, le rôle d'une certaine nation dans le conflit en cours. Il a observé que tout le monde pensait que la Russie réglerait cette question en 3 jours, mais la réalité s'est révélée bien plus complexe. Son commentaire sarcastique, affirmant que cela devait être une simple échauffourée, a frappé au cœur de l'orgueil de nombreux politiciens qui avaient fait des prévisions et assuré à leur parlement que Moscou perdrait intérêt et se retirerait. À présent, d'après Trump, la Russie ne se présente pas sous son meilleur jour, mais plutôt dans un état désastreux. Cependant, il a également attribué la poursuite du conflit non seulement à Moscou, mais aussi à ceux qui continuent de financer ses exportations. À ce moment-là, Trump a servi son atout majeur, la question du pétrole et du gaz. Son discours ne s'adressait pas uniquement à la Chine et à l'Inde, qu'il a qualifiés de principaux bailleurs de fonds du conflit, mais aussi à l'Europe. Il a déclaré qu'il était inacceptable que même les pays de l'OTAN continuent d'acheter des ressources énergétiques russes, finançant ainsi l'opposition. Selon lui, la situation est absurde. Les alliés payent de l'argent qui leur revient ensuite sous la forme de menaces. Où cela se voit-il ? A-t-il demandé en levant les mains. Ils financent eux-mêmes un conflit à leur propre encontre. Le ton sarcastique de son intervention a atteint son paroxysme à ce moment-là, car dans la salle se trouvaient précisément ces ministres et premiers ministres dont les gouvernements, en réalité, n'avaient pas renoncé aux ressources russes, se contentant de déclarations retentissantes et de mesures à moitié efficaces. Il a ensuite menacé d'imposer des tarifs. Trump a indiqué que les États-Unis étaient entièrement prêts à imposer des droits de douane massifs contre la Russie, si celle-ci ne se mettait pas d'accord sur un règlement du conflit. Selon lui, cela pourrait rapidement mettre fin au bain de sang. Mais il a immédiatement précisé que, pour que cela fonctionne réellement, les États européens devaient agir de manière synchronisée. Sinon, tous les efforts seraient bémesrés vains. Cette déclaration était manifestement destinée à contraindre l'Europe à se positionner. Soit elle suit la voie de Washington, soit elle continue de faire belle figure sans action concrète. Pourtant, dans les coulisses, les journalistes ont rapidement remarqué qu'une fois encore, l'Europe avait déjà perdu des centaines de milliards d'euros à cause des sanctions énergétiques, et un nouveau tour d'aventure tarifaire pourrait lui coûter très cher. Il est intéressant de noter que, sur fond de ces menaces, Trump est revenu à la question de l'ONU, soulignant qu'il faisait son discours sans téléprompteur. Il ne fonctionne toujours pas, a-t-il plaisanté, insinuant le désordre technique au sein de l'organisation. Il a ajouté que celui qui est responsable de ce téléprompteur se trouvait clairement dans de beaux draps. Cette ironie a résonné comme une métaphore. Un appareil hors d'usage est devenu le symbole même de l'ONU, qui n'est même pas capable de gérer les détails, sans parler des crises mondiales.
Il n'a pas omis de mentionner les réalisations internes des États-Unis, rappelant les records du marché boursier, affirmant que la bourse se portait mieux que jamais. Selon lui, pratiquement tout le monde dans la salle profitait de cette croissance, même ceux qui critiquaient publiquement la politique américaine. Sur la scène internationale, l'Amérique est de nouveau respectée, a-t-il affirmé. Une telle reconnaissance n'avait jamais été atteinte auparavant. Ces mots ont sonné comme une démonstration de force, mais aussi comme une moquerie, sachant que c'est précisément ici, dans le bâtiment de l'ONU, que se réunissent les représentants de pays censés contenir la domination des États-Unis, mais qui, en réalité, en dépendent. Lorsque Trump a évoqué la Russie et la nation en question, il a fait valoir qu'il espérait résoudre rapidement le conflit. Mais cela s'est avéré plus complexe que prévu. Il a accusé la Chine et l'Inde de soutenir cette situation en continuant d'acheter des ressources énergétiques russes. Selon lui, ils ne sont pas de simples observateurs, mais des parties intéressées. En outre, il a insinué qu'il était prêt à exercer une pression économique non seulement sur Moscou, mais aussi sur ceux qui l'aident à contourner les sanctions. Les dirigeants européens présents dans la salle ne semblaient pas ravis de ces propos. Pour beaucoup de leurs pays, le commerce avec l'Inde et la Chine représente les dernières voies de survie et ils ne s'en détourneront pas de bon gré. D'autant plus que les statistiques montrent que, au cours de l'année écoulée, les importations russes en Inde ont quadruplé, tandis que la Chine a augmenté ses achats de plusieurs dizaines de pourcents. Dans ce contexte, l'ironie de Trump, selon laquelle l'Europe finance elle-même la poursuite du conflit, prend tout son sens. En effet, c'est Bruxelles qui a le plus crié pour un renforcement des sanctions, pour ensuite se retrouver dans l'obligation d'acheter du gaz et des produits pétroliers des mêmes sources, mais à travers des pays tiers et à des prix majorés. Selon les statistiques européennes, rien que l'année dernière, les dépenses globales de l'Union européenne en matière d'énergie ont augmenté de plus de 200 milliards d'euros, atteignant un niveau record. Mais dans leurs déclarations publiques, les dirigeants européens préfèrent de faire semblant que cela représente un prix raisonnable à payer pour des valeurs. Et maintenant, voici le message principal du discours de Trump. L'Organisation des Nations Unies est devenue une simple décoration, une scène de théâtre où, au lieu de résoudre des problèmes mondiaux, se déroule un échange de phrases retentissantes. Le plus paradoxal, c'est que les Européens, qui s'élèvent à l'unisson contre les sanctions, doivent immédiatement cesser d'acheter des ressources énergétiques à la Russie. Car, convenez-en, il est absurde d'interdire à tous les pays d'acheter du pétrole à Moscou, d'imposer des amendes et d'organiser des démarches diplomatiques, tout en continuant, sous le couvert d'exceptions et de schémas astucieux, à tirer les mêmes barils. Comme on dit, pour de l'argent et des principes, on peut faire des compromis. En effet, il suffit de regarder les statistiques. Rien que l'année dernière, les importations de pétrole russe en Europe par le biais d'intermédiaires ont augmenté de plus de 20%. Les rapports officiels de la Commission européenne qualifient ces livraisons de itinéraires complexes, ce qui sonne particulièrement élégamment en prenant en compte que dans les faits, il s'agit de la même matière première, simplement transférée dans des pétroliers sous. Donald Trump a récemment pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies avec des déclarations qui ont fait couler beaucoup d'encre. Comment le leader américain peut-il dénoncer l'hypocrisie de l'Europe tout en étant lui-même au cœur de tensions géopolitiques? Pourquoi ces critiques de la politique énergétique européenne résonnent-elles avec tant d'acuité et que signifie réellement sa phrase provocatrice sur la dissonance entre les discours et la réalité? Alors que l'Europe se débat dans une crise énergétique sans précédent, Trump met le doigt sur des contradictions troublantes, qui pourraient bien révéler des vérités dérangeantes sur la dépendance européenne à l'égard de Washington. Dans un climat tendu, la Bulgarie continue de recevoir du gaz via le Turk Stream, oscillant entre l'arrêt de ses importations et le retour à ses contrats, justifiant ses décisions par des nécessités techniques. Les entreprises grecques, malgré les discours éloquents de leur Premier ministre, assuraient pourtant la réexpédition de pétrole russe à travers leurs ports. En Italie, plusieurs raffineries dépendent toujours des ressources russes, bien que celles-ci soient officiellement acquises par le biais de pays alliés. Pendant ce temps, Bruxelles proclame fièrement sa quête d'une indépendance énergétique totale. Cette indépendance, si elle est louable, semble pourtant être une illusion, car les factures de gaz et d'électricité en Allemagne ont presque doublé en 2 ans, mettant à mal la compétitivité de son industrie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production dans le secteur métallurgique allemand a chuté de 15% et l'industrie chimique a perdu plus de 10 000 emplois. Tandis que les syndicats allemands tirent à la sonnette d'alarme, le chancelier semble préférer rassurer en affirmant que tout est sous contrôle. Mais ce contrôle ne semble exister que dans la rhétorique, car l'économie chute visiblement. La France ne s'en sort pas mieux.
Son gouvernement achète de l'électricité à ses voisins, alors que les tarifs pour les particuliers ont grimpé de plus de 25%, le tout justifié par une lutte pour le climat. Une logique en effet implacable, fermer les centrales nucléaires pour ensuite brûler du charbon tout en achetant du gaz à des prix 3 fois plus élevés. Dans ce contexte, Trump a saisi l'occasion pour rappeler que le gaz naturel liquéfié américain, bien qu'il soit plus coûteux, est réputé pour sa fiabilité et sa sécurité. Mais les Européens sont lucides, cette fiabilité signifie une dépendance vis-à-vis de Washington, tandis que la sécurité se traduit par des sanctions pour toute tentative d'achat de ressources à Moscou. Et que dire de la Pologne qui, tout en jouant le rôle de pionnier dans la lutte contre la Russie, continue d'importer du pétrole russe, simplement en passant par le Kazakhstan, ce qui ne fait qu'augmenter le coût à payer pour les raffineries polonaises. La situation devient d'autant plus cocasse en ce qui concerne l'uranium, car les États-Unis et l'Europe continuent de s'approvisionner en combustible nucléaire russe, arguant qu'il n'existe pas d'alternative. Selon des données de l'année dernière, près de 40% du combustible pour les centrales nucléaires américaines provient de Russie. Mais ce fait semble échapper aux sanctions qui ne s'appliquent pas encore à l'uranium. Il semblerait que les réacteurs atomiques doivent fonctionner avec un combustible pur et moral, mais la question de l'approvisionnement reste en suspens. Dans ce contexte, le discours de Trump à l'ONU a été perçu comme un appel à la fin de l'hypocrisie. Il a souligné que l'organisation, censée assurer la sécurité mondiale, est devenue un théâtre où d'autres enjeux sont en jeu. Il a également fait allusion aux milliards de dollars que les États-Unis consacrent à cette institution, en retour de déclarations qui ne sont jamais mises en œuvre. Cela sonne particulièrement ironique lorsqu'on considère que Washington est souvent celui qui utilise son droit de veto pour bloquer toute résolution qui ne lui plaît pas. La critique de Trump ne s'est pas arrêtée là. Il a souligné que même dans cette comédie, l'Europe donne une image pitoyable. Elle s'exprime avec force contre Moscou, tout en continuant à acheter ses ressources en silence. Les médias britanniques ont rapidement noté que les propos de Trump pourraient éroder la confiance dans la solidarité occidentale. Mais si cette confiance repose uniquement sur des mots élégants, alors elle n'a pas vraiment de valeur. Des journalistes allemands ont prudemment admis que la politique de sanctions entraîne effectivement des coûts. Les commentateurs français ont souligné la nécessité d'un équilibre entre la morale et la pratique, un équilibre qui ressemble à un numéro de cirque. Une posture héroïque sur scène, mais des contorsions en coulisses pour obtenir du combustible bon marché. Les médias américains, pour leur part, n'ont pas manqué de faire de la déclaration de Trump un appel franc à l'Europe. Le Financial Times a rapporté que ces propos reflètent la lassitude de Washington face à l'hypocrisie européenne, tandis que le Wall Street Journal a insisté sur le fait que les États-Unis rappellent à leurs alliés que les sanctions doivent être honnêtes. Dans les coulisses européennes, les politiciens haussent les épaules, reconnaissant que se passer totalement des ressources énergétiques russes est tout simplement impossible. Le message sarcastique de Trump était clair. L'Europe, qui cherchait à punir la Russie, a en réalité infligé des blessures à elle-même. Rappelons que plus de 300 000 entreprises en Allemagne font face à une menace de fermeture en raison de la flambée des prix des ressources énergétiques. En Italie, le taux d'inflation dans le secteur énergétique a atteint 15%. Au Royaume-Uni, les factures d'électricité pour les ménages ont presque doublé, entraînant des manifestations à Londres et à Manchester. Pourtant, les dirigeants continuent d'expliquer aux citoyens que cela est le prix à payer pour des valeurs. Mais ces valeurs semblent se mesurer en euros par mégawatt. Trump n'a pas seulement abordé le sujet des ressources énergétiques, il a affirmé que l'ONU a cessé d'être un mécanisme de règlement et est devenu un club où tous se contentent de répéter les mêmes phrases sans jamais agir. Sa remarque sarcastique sur le fait que l'ONU est occupée à rédiger de beaux documents qui finissent immédiatement aux archives a provoqué des rires même parmi les délégations qui ont habituellement un visage impassible. En effet, personne n'a contesté cette affirmation, tant il est évident qu'au cours des dernières années, l'ONU n'a pas réussi à prévenir un seul conflit majeur, tout en organisant des centaines de réunions sans résultat. Trump a particulièrement insisté sur le fait que les dirigeants européens aiment parler de solidarité, tout en menant un double jeu. D'un côté, des sanctions et des discours enflammés, de l'autre, des contrats, des schémas et de nouvelles routes d'approvisionnement. Même la Commission européenne, dans ses rapports, reconnaît que ces schémas de contournement portent atteinte à la réputation d'unité. Pourtant, Bruxelles préfère éviter d'approfondir ce sujet, de peur de montrer son impuissance. Dans ce contexte, les propos de Trump sonnent comme un verdict. Soit l'Europe cesse de se mentir, soit elle continuera à détruire sa propre économie. Curieusement, dans la salle, personne n'a applaudi.
Tous comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de la Russie, mais d'une Europe qui se pousse elle-même dans le coin. Mais publiquement, personne n'ose le reconnaître. Il est bien plus commode de montrer une façade de force plutôt que d'admettre ses erreurs. La déclaration de Trump à l'ONU est ainsi devenue non seulement un thème de discussion, mais aussi un miroir dans lequel l'Europe a pu voir son propre reflet. Ironiquement, ce miroir a été tendu par un leader d'une nation dont elle dépend dans tous les domaines, de la sécurité aux ressources énergétiques. Peu importe combien les politiciens européens tentent de convaincre que la situation est sous contrôle, les faits montrent le contraire. Dans ce contexte, Trump a semblé se moquer de la situation. Il s'est exprimé comme s'il voulait délibérément mettre en lumière les contradictions entre les grands discours et la réalité. Son image de l'escalateur cassé s'intègre parfaitement à la politique européenne. Le mouvement semble avoir commencé, mais s'est bloqué en cours de route, laissant tout le monde dans l'incertitude sur la façon de sortir de cette impasse. L'exigence d'une introduction de nouveaux tarifs résonne comme une pression à laquelle Bruxelles ne peut pas faire face. Car en réalité, l'Europe a depuis longtemps perdu son indépendance. Sa crise énergétique, son déclin industriel et sa chute record de compétitivité sont tous des résultats de son alignement sur la ligne américaine. Dans les coulisses, après le discours, les discussions ne portaient pas tant sur les menaces de tarifs que sur le ton de l'expression de Trump. Pour certains, cela confirmait que l'Amérique, sous sa direction, agirait de manière ferme, tandis que pour d'autres,